Après 5 ans de ragoût de crevettes, Amarachi découvrit que son mari avait assez d'argent pour ouvrir un restaurant avec plusieurs succursales. Dès l'instant où Kish vint au monde, les infirmières soupçonnèrent quelque chose de différent. Pas étrange de manière dramatique, juste exceptionnellement renfermé. Tandis que les autres bébés tendaient librement leurs mains, Kish serrait sa propre couverture dans son petit poing fermé. Comme si, dès la naissance, il n'aimait pas l'idée de laisser quoi que ce soit lui échapper. La sage-femme plaisanta, « Celui-là sera radin quand il grandira. » Personne ne savait qu'elle venait de prophétiser avec une précision de 100%. À l'école primaire, s'il vous prêtait un crayon, il vous suivait partout jusqu'à ce que vous le rendiez. Si vous empruntiez une gomme, il notait votre nom. Ses parents pensaient qu'il perdrait cette habitude en grandissant, mais la vie dit non. Au moment où il devint un jeune homme, son avarice s'était transformée en mode de vie. Mais voici le rebondissement. Kish était intelligent, très intelligent. Il épargnait agressivement, dépensait avec parcimonie, investissait prudemment, calculait chaque naira comme un chirurgien manipulant un cœur. Avant 30 ans, Kishi Amarim était déjà arrivé au sommet du commerce des matériaux de construction sans que personne ne s'en aperçoive. Il possédait le Dirham Buildé Dépôt, une boutique si ordinaire qu'on ne devinerait jamais que des millions y transitaient chaque mois. Pas d'enseigne imposante, pas de musique forte, pas d'étalage inutile. Juste Kish, sa calculatrice et ses règles strictes. Mais la partie choquante, c'est que malgré l'argent qui circulait dans son entreprise, Kishi vivait comme quelqu'un qui attend un prêt qui refuse d'arriver. Kishi ne s'habillait pas riche. Il ne sentait pas riche. Il ne se comportait pas riche. Ses pantalons avaient toujours l'air fatigués de la vie. Ses chemises étaient définitivement restées à l'époque d'avant que la mode n'existe, et ses tongs avaient été réparées tellement de fois qu'elles méritaient une médaille nationale pour avoir survécu. Même sa maison correspondait à l'ambiance, simple, tranquille, sans fioritures. Rien de tapax en grave-l'œil, rien de brillant, rien qui puisse faire dire à quiconque « Ah, cet homme a de l'argent ». Sa femme, Amarachi, croyait pleinement avoir épousé un homme qui menait une vie modeste. Et Kish encourageait cette croyance avec passion. Chaque repas devenait une leçon d'économie. Si Amarachi suggérait d'ajouter un peu de viande au ragoût, il soupirait profondément. « Amara, l'économie nigériane tremble. Coopérons avec le gouvernement. » Si elle voulait du poisson, il lui touchait doucement l'épaule. « Mon amour, le poisson est un luxe maintenant. Humilions-nous. » Ainsi, pendant des années, leur repas consistait en riz et crevettes, igname et crevettes, gombo et crevettes. Même le riz jollof, avec des crevettes saupoudrées comme des confettis. Amarachi ne se plaignit jamais. Elle aimait son mari. S'il disait que les temps étaient durs, elle le croyait. Elle taillait son manteau selon l'étoffe qu'elle pensait avoir. Elle ne savait pas que son mari avait une pièce secrète derrière son armoire. À l'intérieur de cette pièce se trouvait sa véritable identité. Des sacs Ghana Must Go bourrés d'argent, des liasses soigneusement rangées, des rangées de billets comme des sacs à main dans une boutique. Mais Kish mangeait toujours du riz avec des crevettes et buvait de l'eau dans des bouteilles recyclées. Puis, un après-midi chaud, après avoir acheté des matériaux en gros, Kishi monta dans son danfo habituel, le même bus déglingué qu'il préférait parce qu'une voiture était un luxe inutile. Ses amis l'avaient supplié plusieurs fois. « Kish, achète une voiture maintenant. » Mais il répondait toujours « L'essence coûte trop cher. Mes jambes et le danfo suffisent. » Ce jour-là, le chauffeur du bus conduisait comme s'il avait volé le véhicule. Un virage brusque, un freinage bruyant, et le danfo se renversa légèrement. Les passagers crièrent. Kishi se cogna la tête sur la barre métallique et s'effondra instantanément. Lorsqu'on le transporta d'urgence à l'hôpital, il était inconscient et sombra directement dans le coma. Amarachi arriva à l'hôpital essoufflé, son foulard à moitié noué, ses tongs dépareillés. Elle avait seulement entendu. « Madame, votre mari a eu un accident. Venez vite. » Et le monde se mit à tourner. Quand elle atteignit le service des urgences et vit Kishi immobile, les yeux fermés, les machines bipant doucement, son cœur tomba dans son estomac. Le médecin la tira doucement à l'écart. « Madame Amarachi, votre mari a subi un grave traumatisme crânien. Il est dans le coma. Nous avons fait les premiers scanners, mais il aura besoin d'une chirurgie cérébrale dès que possible. » Ses lèvres tremblèrent. « Une opération ? Combien ?» Le médecin soupira.
C'est une opération compliquée. Vous devriez vous préparer à une somme très importante. Amarachi cligna rapidement des yeux. Importante? Comme 200 000. Le médecin faillit rire de pitié. Madame, 200 000 ne peuvent même pas payer les scanners qu'il vient de faire. Nous parlons de millions. Ses jambes faiblirent. Elle s'appuya au mur. Des millions, venant d'où? Kishi lui donnait à peine assez d'argent pour acheter des tomates. Pourtant, ce médecin voulait des millions. Mais docteur, mon mari, nous n'avons pas ce genre d'argent, chuchota-t-elle. Le médecin posa une main sur son épaule. Madame, commencez à contacter les membres de la famille, toute personne qui peut contribuer. Le temps est important. Amarachi pleura jusqu'à avoir mal à la poitrine. Puis elle sortit, s'essuya les yeux avec le bord de son pagne, et se dirigea droit vers le marché des matériaux de construction, le seul endroit où elle savait que le nom de son mari avait du poids. Dès que les hommes la virent arriver seule, leur bruit s'éteignit. Madame Kletchi, où est votre mari? Pourquoi pleurez-vous comme ça? Que s'est-il passé? Elle se tint au centre de la cour poussiéreuse, entourée de piles de ciment et de générateurs bruyants. Puis, d'une voix tremblante, elle leur dit tout, l'accident, le coma, l'opération, le montant terrifiant nécessaire. Immédiatement, un homme retira rapidement sa casquette et s'en servit comme d'une sébile. Aidons-le, dit-il doucement. L'argent commença à tomber, 5 000 d'une boutique, 3 000 d'un apprenti junior, 20 000 des mouleurs de parpaing. Chacun donna ce qu'il pouvait, mais Amarachi sentit aussi des regards se détourner d'elle. Au bout d'un moment, un autre homme parla enfin. « Madame, nous aimerions aider, mais votre mari, il n'aide jamais personne. » Amarachi cligna des yeux. « Aider? Nous n'avons même pas. Nous nous débrouillons. » L'homme ricana doucement. « Madame, avec tout le respect, votre mari ne se débrouille pas. Nous connaissons tous Kishi. Il a de l'argent. Il ne soutient juste personne. » Amarachi le fixa, complètement confuse. « Comment? Kish m'a dit que les choses étaient difficiles. » Un commerçant s'approcha. « Madame, l'homme achète des remorques de ciment en gros. Il paie tout en espèces. Il ne doit rien à personne. Il fait des affaires comme quelqu'un qui a des économies. » Elle secoua rapidement la tête. « Non, Kish ne peut pas se permettre de grosses choses. Nous mangeons très simplement à la maison. » Les hommes échangèrent des regards gênés. Un autre commerçant prit la parole doucement. « Madame, nous ne savons pas comment il dépense à la maison, mais sur ce marché, il manie de l'argent, beaucoup d'argent. Il est juste très fermé. Il garde tout pour lui. Il ne contribue à rien. Il n'aide jamais personne quand les ennuis arrivent. » Amarachi sentit son cœur se serrer. Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas l'homme qu'elle connaissait, l'homme pour qui elle cuisinait, l'homme à côté duquel elle dormait chaque nuit, l'homme qui disait qu'il se débrouillait. Elle baissa les yeux vers la casquette remplie de dons, 180 000 néras. Et pour la première fois, la peur se mêla à la confusion dans sa poitrine. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose dans la vie de son mari n'était pas ce qu'il lui avait montré. Elle remercia tout le monde et s'éloigna, son esprit tourbillonnant de questions qu'elle n'avait jamais imaginé devoir poser. Le lendemain matin, elle retourna à l'hôpital, mais cette fois, ses pas étaient hésitants pour une raison différente. Son esprit était plein des propos troublants des commerçants en matériaux de construction. « Votre mari ne se débrouille pas, madame. Il manie de l'argent. Il n'aide juste personne. » Les mots défilaient encore et encore dans sa tête, contredisant l'image de l'homme humble et tranquille avec lequel elle vivait, l'homme qui refusait d'acheter du poisson, l'homme qui soupirait lourdement avant de lui donner 3 000 néras pour la nourriture. Quand elle entra dans le bureau du médecin et lui tendit l'argent, son visage confirma sa crainte. « Madame, dit-il gentiment, l'argent est encore loin de ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas commencer l'opération. » Son cœur sombra, mais pas de la même manière que plus tôt ce matin-là. Cette fois, sa confusion se mêlait à la peur. Elle se força à hocher la tête et marcha lentement vers la chambre de Kishi. Les machines bipaient doucement autour de lui. Il avait l'air faible, impuissant, rien à voir avec l'homme que décrivaient les commerçants, un homme qui, supposément, maniait l'argent avec assurance. Elle s'affala sur la chaise à côté de son lit. « Kish, chuchota-t-elle, la voix faible et tremblante. Les gens disent que tu as de l'argent, que tu réussis bien, que tu n'aides personne.
Est-ce vrai? Pourquoi ne le savais-je pas? Ses doigts tremblaient en tenant sa main. Nous avons vécu comme des gens qui survivent avec peu. J'ai cru tout ce que tu m'as dit. Alors pourquoi suis-je ici à mendier auprès d'étrangers? Pourquoi cela arrive-t-il? Les larmes montaient dans ses yeux, mais sa confusion était plus forte que sa douleur. Où vais-je trouver le reste? Kish, que me caches-tu? Elle posa son front contre son bras, sa voix se brisant. S'il te plaît, s'il y a quelque chose que tu m'as caché, montre-moi comment te sauver. Puis, comme s'il l'avait entendu, l'esprit de Kishi flotta au-dessus du lit, l'air confus, comme si on l'avait accidentellement débranché de la vie. Il lui fit signe. Amara, je suis là. Tu m'entends? Rien. Il claqua des doigts devant son visage. Ma femme, lève les yeux maintenant. Pourquoi pleures-tu? L'argent est dans la pièce. Toujours rien. Il se tourna pour regarder son propre corps sur le lit et le montra avec emphase. Ah, cette chair inutile a refusé de coopérer. Regarde-moi allongé là comme du gari trop trempé. Kish commença à faire les 100 pas, frustré, ou à planer puisqu'il ne touchait plus le sol. Il se pencha près de son oreille. Ma femme, rentre à la maison. Vérifie derrière l'armoire. Appuie sur le bouton. Entre dans la pièce. Prends un peu d'argent. Paye ces gens pour qu'ils me réveillent. S'il te plaît. Amarashi s'essuya les yeux, totalement inconsciente que l'esprit de son mari faisait pratiquement des acrobaties dans la pièce. L'esprit de Kilishi soupira, secouant la tête. Après toutes ces années à cacher de l'argent, me voilà maintenant à supplier quelqu'un d'aller le prendre. La vie est drôle. Il réessaya. Il lui tapota l'épaule. Sa main passa droit à travers. Il essaya de la secouer. Il finit par tourner sur lui-même comme un ventilateur de plafond. Ah, c'est donc ça le travail frustrant d'un fantôme? Personne ne t'entend. Personne ne te voit. Tu es juste là à souffrir en silence. Une infirmière entra et Kishi s'écarta rapidement. Elle ajusta sa perfusion et dit gentiment. Madame, continuez de prier et d'essayer. Il a besoin de l'opération bientôt. Kishi leva les yeux au ciel. Priez, pas de problème. Mais pouvez-vous aussi prier pour qu'elle trouve mon argent, car mes économies n'ont pas souffert toutes ces années pour faire joli. Amarashi serra plus fort sa main. Kletchi, s'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, bats-toi. Il flotta plus près, s'adoucissant. Ma femme, je n'ai pas caché cet argent pour te punir. Je gérais juste mes affaires. Mais maintenant, je t'en supplie, va le prendre. Comme elle ne répondait pas, il gémit dramatiquement. Cette femme ne peut pas m'entendre. Dieu, s'il te plaît, baisse un peu le volume du ciel et ajoute-le à ma voix. Il essaya de crier, même si sa voix d'esprit ne faisait aucun son. Il pointa agressivement vers la porte. Il gesticula comme quelqu'un qui essaie de diriger la circulation. Rien ne fonctionna. Amarashi se leva simplement, embrassa son front et quitta la pièce d'un pas lourd. L'esprit de Kishi flotta derrière elle, les mains sur la tête. Ma femme, rentre à la maison. La clé est derrière l'armoire. Ne stresse pas ces gens innocents. L'argent est là. Mais elle passa droit devant lui. Maintenant profondément frustrée, Kishi marmonna. Alors c'est comme ça qu'on meurt quand on a des millions à la maison. Non, non, non. Je dois trouver un moyen. L'esprit de Kishi suivit Amarashi hors de l'hôpital, criant toujours des instructions qu'elle ne pouvait entendre. Mais dès qu'elle monta dans un caca pour rentrer chez elle, quelque chose cliqua dans son cerveau fantomatique. Le marché, s'exclama-t-il. Allons supplier mes gens. Peut-être que ma voix d'esprit sera plus forte là-bas. Avec la confiance d'un homme qui croyait encore avoir du poids sur terre, il zooma directement vers le marché des matériaux de construction. Si les esprits pouvaient transpirer, Kish aurait été trempé. Dès son arrivée, il vit ses camarades commerçants debout en cercle, parlant avec une profonde inquiétude. Il se précipita vers eux, plein d'espoir. « Les gars, merci. Oh, vous avez fait de votre mieux pour moi. J'apprécie. » Ils continuèrent à parler, pas une seule tête ne se tourna vers lui. Kish cligna des yeux. « Bonjour, quelqu'un peut-il m'entendre? Je suis là. Votre ami le plus riche et le plus radin est là. » Toujours rien. Au lieu de cela, il les entendit discuter de lui.
Un homme secoua la tête. Ah, Kletchi souffre à l'hôpital maintenant. Aya, mais cet homme n'aide personne. Un autre ajouta. C'est vrai. Le jour de l'anniversaire de mon enfant, il est venu, a mangé du riz, bu du malt, puis est parti sans laisser ne serait-ce que 500 nera. Kishi halta. Éant, mais vous n'aviez pas trop cuit le riz? Et le malt transpirait trop. Je ne lui faisais pas confiance. C'est pourquoi je suis parti discrètement. Personne n'entendit. Un autre commerçant soupira profondément. Vous voyez comment est la vie? Un homme qui a autant d'argent, et pourtant personne ne peut sincèrement se précipiter pour le soutenir. Kishi gémit bruyamment, agitant les mains. Mais je n'ai dit à personne que j'avais de l'argent. Vous ne devriez pas faire une réunion à mon sujet comme ça. Je suis là maintenant. Un apprenti prit la parole. L'année dernière, quand mon père est tombé malade, nous l'avons tous supplié de contribuer. Il a dit que le prix du ciment avait augmenté et qu'il préservait son capital. Kletchi se prit la tête dans ses mains fantomatiques. Ah, est-ce que j'ai dit ça comme ça? Je plaisantais. Ok, à moitié. Un troisième homme continua. Mais cet accident est douloureux. C'est un bon homme d'affaires, juste trop serré. Un deuxième homme ricana. Il est plus serré qu'un cadenas sans clé. Kish le pointa du doigt. Shindu, tu es méchant. Quelle sorte d'insulte est cela? Fantôme ou pas fantôme, comporte-toi. Ils ne clignèrent même pas des yeux. Quelqu'un d'autre ajouta. C'est sa femme qui souffre maintenant. Si seulement il lui avait fait un peu confiance. Kishi s'arrêta soudainement, les épaules tombantes. La vérité piquait, plus fort que l'accident. Il flotta plus près du groupe, soudain contrit. Mes frères, murmura-t-il tristement, je suis désolé. Je ne savais pas que l'avarice avait des niveaux. Je pensais que j'étais sage. Je ne savais pas que je m'excluais du monde. Il posa sa main fantomatique sur l'épaule d'un homme, mais bien sûr, elle passa au travers. Il soupira. Si je me réveille, je changerai. Je le promets. Les hommes continuèrent leur conversation, totalement inconscients que le président de l'avarice se tenait juste au milieu d'eux comme un nuage confus. Finalement, un commerçant conclut. Seul Dieu peut l'aider maintenant. Kletchi leva les yeux dramatiquement. Dieu, aide-moi à m'aider moi-même. J'ai de l'argent dans ma maison mais personne ne peut m'entendre. Et avec ce mélange de désespoir et de détermination, il décida qu'il ne restait plus qu'une personne à convaincre, sa femme. D'une manière ou d'une autre, il devait la faire découvrir cette pièce secrète. Il ne prit pas la peine de planer gracieusement. Il se déplaça comme un moustique confus, zigzagant dans les airs jusqu'à atteindre la maison, juste quelques instants avant qu'Amarashi n'ouvre la porte d'entrée. La maison était exactement pareille, tranquille, humble, douloureusement simple. Le genre de maison dont personne ne soupçonnerait jamais qu'elle contenait assez d'argent pour embarrasser un directeur de banque. Amarashi entra lentement, les yeux gonflés par les pleurs. Elle posa son sac et s'appuya contre le mur, épuisée. L'esprit de Kishi plana immédiatement à côté d'elle. « Ma femme, tu es à la maison. » « Bien. Va dans la pièce derrière l'armoire. Appuie sur le bouton. Prends l'argent. » Il agita les bras dramatiquement, comme un contrôleur aérien pointant vers leur chambre. Amarashi ne se gratta même pas l'oreille. Elle marcha simplement dans la cuisine et ouvrit le placard. Kletchi faillit crier. « La cuisine. La cuisine. Que fais-tu dans la cuisine? Y a-t-il de l'argent dans la marmite? Amara, concentre-toi. » Mais Amarashi, affamée et stressée, fit bouillir de l'eau pour du gari. Elle s'assit à table, remuant lentement, des larmes tombant dans le bol. L'esprit de Kishi se serra la poitrine invisible. « Ah, ma femme souffre et je suis ici à flotter comme un ballon confus. Amara, s'il te plaît, va dans la pièce. » Il essaya de souffler sur son gari pour qu'il éclabousse et attire son attention. Son souffle passa droit au travers. Il essaya de frapper sur la table. Sa main y sombra comme dans de la mousse. Il essaya de tirer la chaise. Son corps glissa à travers comme de la fumée. Ah! C'est donc ça la difficulté d'être un fantôme? Pas étonnant que les morts se taisent. Amarashi finit de manger et se leva pour laver l'assiette. Kishi la suivit comme un préfet d'école agité. « Ma femme, pourquoi laves-tu l'assiette maintenant? Va laver l'argent. Celui que j'ai gardé,
celui dont tu as besoin. Toujours rien. Quand elle marcha enfin vers la chambre, Kish se redressa comme un coq au lever du soleil. Oui. Oui. Bonne épouse, meilleure épouse. Entre dans la chambre. Elle entra dans la chambre. Kishi dansa dans les airs. Enfin. Ah, aujourd'hui est mon jour. Appuie sur le bouton derrière l'armoire. Amarashi alla vers l'armoire. Kishi zooma vers le mur, pointant avec excitation. Là, là. Appuie ici. C'est l'endroit. Amarashi ouvrit l'armoire, en sortit un pagne, le plia, puis referma l'armoire. Kalishi resta figé en l'air, les yeux écarquillés d'incrédulité fantomatique. Un pagne? Un pagne? Est-ce que le pagne est la priorité en ce moment? Appuie sur le bouton, pas sur les vêtements. Son esprit commença à arpenter la pièce comme un père attendant devant une salle d'accouchement. Amarashi s'agenouilla alors à côté du lit. Non pour regarder dessous, mais pour prier. Dieu, s'il te plaît, montre-moi quoi faire, chuchota-t-elle. Kishi s'agenouilla instinctivement à côté d'elle. Dieu, si tu écoutes, je t'en supplie, montre-lui la pièce secrète. Il leva légèrement la tête. En fait, tu peux même secouer un peu l'armoire. Juste un peu. Que le tonnerre. Ok, pas le tonnerre. Une brise douce qui la pousse. N'importe quoi, s'il te plaît. Amarashi finit de prier et se leva. Kishi plana anxieusement. Elle se tourna vers l'armoire. Il haleta dramatiquement. Elle posa sa main sur la poignée. Il retint son souffle inexistant. Elle tira légèrement l'armoire, puis s'arrêta. Ses yeux se plissèrent. Kishi la poussa, ou essaya. Oui. Oui, c'est ça. Ouvre-la. Pousse le côté. Tu es proche. Elle se pencha en avant. Puis ses yeux se posèrent sur une paire de ses chaussettes trouées par terre. Elle les ramassa. Kletchi faillit s'évanouir en tant qu'esprit. Des chaussettes? Vraiment? De toutes les choses dans ce monde? Des chaussettes. Elle secoua tristement la tête. Mon mari a trop souffert. Kletchi cria silencieusement. Souffert? Femme, j'ai des sacs Ghana Must Go pleins d'argent. Ouvre juste le mur. Il tourna en rond, frustré au-delà de toute mesure. Mais Amarashi, toujours sans idée, s'assit sur le lit, juste à côté du panneau caché, très, très près. Assez près pour qu'une petite poussée du destin puisse tout révéler. L'esprit de Kishi flotta impuissant autour de la chambre, regardant sa femme assise au bord du lit, totalement inconsciente du trésor caché à quelques centimètres derrière elle. Il se sentit si vaincu qu'il faillit s'asseoir à côté d'elle, puis se rappela qu'il ne s'asseyait plus vraiment. Amarashi se frotta le front, fatigué, murmurant. Où vais-je trouver le reste de l'argent? Que suis-je censé faire maintenant? L'esprit de Kishi plana près d'elle, sa voix pleine d'inquiétude. Ma femme, tourne-toi un peu, s'il te plaît. La réponse est juste derrière toi. Utilise un peu de foi et un peu de curiosité. Bien sûr, elle ne l'entendit pas, mais alors la nature décida d'aider. Un vent doux souffla soudain par la fenêtre. Amarashi fronça les sourcils. Elle ne se souvenait pas l'avoir ouverte. Elle se leva pour la fermer correctement. La légère brise flotta à travers la pièce et effleura doucement le bord de l'armoire. Pas assez pour l'ouvrir, mais assez pour déplacer l'un de ses foulards accrochés à la poignée. Le foulard glissa de la poignée de l'armoire et tomba derrière elle, disparaissant entre le cadre en bois et le mur. Amarashi soupira. Ah, mon foulard préféré. Elle déplaça légèrement l'armoire pour le récupérer. L'esprit de Kishi s'illumina instantanément. Oui, oui, c'est ça. Bouge-la plus, mon amour. N'aie pas peur. Pousse-la comme si tu étais en colère contre moi. Amarashi tira un peu plus l'armoire, en se glissant la main dans l'espace étroit. Ce faisant, ses doigts effleurèrent quelque chose d'inhabituel. Un petit morceau de métal fixé bizarrement dans le mur. Elle s'arrêta. Qu'est-ce que c'est? Kish tournoya avec excitation. C'est le bouton, la porte vers le salut. Appuie dessus, Amara. Appuie comme si tu appelais le service client. Elle se pencha plus près, enlevant la poussière. Le bouton semblait déplacé, trop propre, trop lisse, trop délibéré. Je n'ai jamais vu ça ici auparavant, chuchota-t-elle. Elle appuya dessus. Astérisque clic astérisque.
C'était faible, mais assez clair pour la faire sursauter. Tout le côté droit de l'armoire bougea de lui-même, glissant d'un pouce, assez pour révéler une fine ligne d'obscurité derrière. Amarashi haleta doucement. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Kishi faillit éclater en larmes spirituelles. Oui. Oui, tu l'as trouvée, ma femme géniale. Entre. Entre. Elle attrapa la lampe torche de son téléphone, poussa légèrement l'armoire et s'approcha de l'ouverture cachée. Son cœur battit plus vite lorsque le panneau mural cliqueta à nouveau et s'ouvrit plus largement, formant une porte. Une porte dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Amarashi posa une main tremblante sur le bord froid de l'entrée secrète, murmurant « Kélish, qu'est-ce que c'est ?» Et à l'intérieur de la pièce, quelque chose scintilla. Des piles, des couleurs, des sacs, quelque chose qui n'aurait pas dû exister dans un foyer modeste. Elle fit un pas prudent en avant. Pendant ce temps, derrière elle, l'esprit de Kishi murmura fièrement « C'est le début de la vérité. Ma femme, entre. » Amarashi franchit l'ouverture étroite, la lampe torche de son téléphone tremblant dans sa main. Au début, elle ne vit que des étagères, de vieux seaux de peinture, quelques cartons poussiéreux. Mais alors, sa lumière capta quelque chose de bleu, quelque chose de rayé, quelque chose de gonflé, un sac Ghana Must Go. Elle se rapprocha. Puis un autre sac apparut à côté. Puis un autre. Son cœur commença à frapper contre ses côtes. Qu'est-ce que c'est? Elle ouvrit la fermeture éclair du premier sac. Un léger halètement lui échappa lorsque des liasses d'argent la regardèrent en face. Des liasses soignées, épaisses, entourées d'élastiques, remplissant tout le sac comme des miches de pain arrangées pour la vente. Amarashi recula, chancelante, sa main volant à sa bouche, « Jésus !» Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, se reprenant. L'esprit de Kishi frappa ses mains de soulagement. « Oui. Oui, c'est l'argent. Ne sois pas en colère. Utilise-le. » Mais Amarashi ne faisait que commencer. Elle se précipita vers le sac suivant, l'ouvrit. Encore de l'argent. Elle en ouvrit un autre, de l'argent. Un autre, de l'argent. Différentes dénominations soigneusement arrangées. De vieux billets, des neufs, des dollars dans un coin, des livres dans un autre, des piles sur des piles, comme une banque secrète à l'intérieur de sa propre maison. Elle tomba à genoux, respirant par petites bouffées. Tout ça, toutes ces années, murmura-t-elle. J'ai cuisiné du ragoût avec des crevettes. L'esprit de Kishi grinça. Ma femme, s'il te plaît, ne te souviens pas de cette partie. Elle se leva lentement, la colère, la confusion, le choc et la trahison se mélangeant dans sa poitrine comme de l'eau bouillante. J'ai porté de vieilles tongs parce que je ne voulais pas le stresser. J'ai rapiécé des pagnes. J'ai dit aux voisins que nous nous débrouillions. Et cet homme a un entrepôt d'argent derrière mon armoire. Elle se frappa le front dramatiquement. L'esprit de Kishi leva les mains. Ok, je suis allé trop loin, mais s'il te plaît, prends l'argent d'abord. Nous pouvons nous battre quand je me réveillerai. Amarashi continua à regarder autour d'elle, tournant à gauche, à droite, comme si les murs allaient soudainement avouer, eux aussi. Puis quelque chose craqua en elle. Elle attrapa un sac plein avec les deux mains, le traîna hors de la pièce et le laissa tomber sur le sol de la chambre avec un bruit sourd. Sa respiration se stabilisa, ses yeux se rétrécirent avec une détermination renouvelée. Que le médecin prépare la salle d'opération, chuchota-t-elle. Mon mari ne mourra pas. Pas après avoir caché ses bêtises. L'esprit de Kishi faillit s'agenouiller de gratitude. Oui. Oui, c'est l'énergie qu'il faut. Ma femme, que Dieu te bénisse. Cet homme expliquera. Il expliquera tout quand il se réveillera. Je ne permettrai pas l'amnésie. Oh, il ne doit rien oublier. L'esprit de Kishi avala difficilement. Ah, je suis dans le pétrin. Mais il était aussi soulagé. Amarashi avait trouvé l'argent. Sa vie pouvait être sauvée. Elle noua fermement son pagne, s'essuya le visage et regarda les sacs une dernière fois. Kish et Shemir, murmura-t-elle. Ton avarice prend fin aujourd'hui. Elle retourna à l'hôpital, paya les factures et les médecins réalisèrent l'opération. Des jours après l'opération, Amarashi était assise à côté du lit de Kishi, regardant la montée et la descente de sa poitrine.
Elle avait utilisé l'argent caché qu'elle avait trouvé à la maison pour sauver sa vie. Mais les questions dans son cœur refusaient de se taire. Quand ses yeux s'ouvrirent enfin, faibles mais conscients, elle lui prit doucement la main. « Kilishi, tu es réveillée », chuchota-t-elle, le soulagement adoucissant ses larmes. Il hocha lentement la tête, essayant de parler. Elle se pencha plus près, sa voix tremblante. « Pourquoi as-tu caché cet argent de moi ? Pourquoi m'as-tu laissé croire que nous souffrions quand tout ce dont nous avions besoin était à l'intérieur de notre maison ?» Kletchi fixa sa femme, clignant lentement des yeux, chaque souvenir de sa pièce secrète lui revenant comme un film qu'il aurait voulu rembobiner et modifier. « Amara, chuchota-t-il, la voix fragile, j'épargnais. Je pensais que je nous protégeais. Je ne voulais dépendre de personne. Je ne voulais pas que la vie nous prenne au dépourvu. » Elle croisa doucement les bras. « Kilishi, épargner, c'est bien. Cacher 50 millions à ta propre femme et manger du ragoût aux crevettes, ce n'est pas épargner. C'est de la méchanceté enveloppée dans de la sagesse. » Il avala difficilement. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour l'argent. » Elle leva un sourcil. « Tu m'as fait vivre dans l'inquiétude. » Il ferma brièvement les yeux, honteux. « Amara, je suis désolé. Vraiment, je ne savais pas à quel point je te faisais du mal. » Il n'y avait pas de colère dans son silence maintenant, seulement une lassitude honnête. « Tu aurais pu me faire confiance, » dit-elle doucement. « Je sais, » chuchota-t-il. « Et je le ferai. Quand je sortirai de ce lit, je ferai les choses différemment. Je te le promets. » Elle le regarda, l'homme qu'elle aimait, l'homme qui la frustrait, l'homme qui venait de survivre à la mort. Et son cœur s'adoucit. « Kilishi, » dit-elle gentiment, « je ne suis pas en colère que tu aies épargné de l'argent. Je suis en colère que tu l'aies épargné seul. » Il hocha la tête, des larmes perlant dans ses yeux. « Pour la première fois de ma vie, je veux tout partager avec toi. » Un petit sourire effleura ses lèvres. Elle posa sa main sur la sienne. « Bien. Parce qu'après cet hôpital, nous achetons de la vraie viande. Pas des crevettes. De la bonne viande. » Il laissa échapper un rire faible, le premier depuis son réveil. « Tout ce que tu veux. Même du poulet. »« Oui, même de la dinde. » Kletchi hésita, comme si de vieilles habitudes essayaient de lutter, puis soupira dramatiquement. « Oui, même de la dinde. » Ils rirent doucement tous les deux, avec fatigue, mais sincèrement. Le genre de rire qui vient après que la peur a relâché son emprise. Elle lui caressa doucement les cheveux. « Tu m'as fait peur. »« Je me suis fait peur à moi-même aussi, » répondit-il. « Un accident, c'est une chose, mais se réveiller pour découvrir que ma femme a trouvé ma pièce secrète, ça m'a presque tué une seconde fois. » Elle secoua la tête, souriant chaleureusement. « Repose-toi, Kletchi. Nous réparons tout ensemble. » Il la regarda avec un calme sincère qu'il n'avait jamais montré auparavant. « Amara, merci de m'avoir sauvé la vie. »« Et merci à toi, » dit-elle doucement, de m'y avoir finalement laissé entrer. La pièce tomba dans un silence confortable, le genre où le pardon s'infiltre discrètement, où les choses brisées commencent à se réparer. Dehors, le soleil du soir projetait une douce lumière dorée sur le lit. Et pour la première fois depuis très longtemps, Kletchi se sentit comme un homme qui avait non seulement survécu, mais à qui on avait donné une seconde chance, une chance de mieux vivre, mieux partager, mieux aimer. Et cette fois, il ne prévoyait pas de la gaspiller. Astérisque astérisque leçon morale. Astérisque astérisque lorsque vous excluez votre partenaire de vos finances, vous ne protégez pas votre argent. Vous mettez votre foyer en danger. De nombreux mariages se sont effondrés parce qu'une personne détenait toutes les informations tandis que l'autre vivait dans la confusion. Lorsque la maladie ou une crise survient, les comptes cachés et les économies secrètes deviennent inutiles si la seule personne qui les connaît ne peut pas parler. C'est ainsi que les familles perdent tout au profit d'avocats, de parents éloignés et des tribunaux. Un partenaire laissé dans l'obscurité devient impuissant en cas d'urgence. La vraie sécurité n'est pas le secret. C'est la transparence. Partagez les informations, partagez les responsabilités, protégez-vous mutuellement. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.